revendiquer la propriété de la placette. La commune a institué une servitude de passage et a installé un mobilier qui délimitera cet accès. Donc pour cela, le protocole prévoit 1. Les parties signent un procès-verbal constatant les limites actuelles du domaine public. La commune déclasse du domaine public le passage situé devant son portail en vue de l'intégrer en domaine privé de la commune. Un nouveau arrêté d'alignement est pris, positionnant les nouvelles limites du domaine public. La commune accorde une servitude de passage au profit de Mme Bélier sur le passage déclassé. La commune installe un mobilier, barrière et 2 bornes rétractables afin de délimiter l'accès à la propriété de Mme Bélier et résoudre les problèmes de stationnement illicite. Mme Bélier se désiste de son appel. Voilà. Donc il s'agit d'approuver les termes du protocole transactionnel, on n'a pas encore fini, hein. Vous voyez toutes les étapes qui nous restent, et d'autoriser Madame le maire à signer le protocole transactionnel. Pour autant, voilà, je pense que c'est une belle avancée, puisque depuis cette date, où elle réclame la parcelle lui appartenant, je vous rappelle que la commune n'a plus utilisé cette placette, que ce soit pour le marché ou que ce soit pour les festivités, puisqu'on était en litige et qu'il fallait trouver des solutions. Voilà. Donc ça, c'est important aussi à dire que ça fait quand même 4 ans que ça dure. Des questions? Monsieur Faron? Oui, j'aimerais savoir à qui appartient la fameuse parcelle, aujourd'hui et demain. Ben, justement, nous avons, quand on dit que le tribunal administratif a rejeté sa demande, puisqu'il disait qu'elle lui appartenait, c'est bien que le tribunal reconnaît que cette parcelle appartient à la commune. Demain, il peut y avoir un autre propriétaire comme un payé qui relance la procédure et qui vous conteste la propriété et qui, très bien, peut faire appel. Donc, et non, puisqu'on a inscrit tout ça dans le marbre par rapport au domaine privé et au domaine public. Oui, mais est-ce que vous êtes sûr que les jurisprudences en ce sens, elles sont en faveur de la commune? Parce qu'il ne faut pas que ça ressorte il y a quelque temps et que les appels interminables comme il peut y avoir régulièrement. Non, ça, on a tout contrôlé, les étapes juridiquement, on a un avocat avec nous, bien sûr, elle aussi, et la médiation s'est passée en ce sens. Même si Mme Pellier vendait sa propriété, c'est acté dans au niveau des actes, tout cela. Donc cette parcelle sera bien propriété du domaine privé de la commune à signature de l'acte. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir le coût des aménagements qu'il va y avoir pour une approximation? Parce que je crois que vous parlez d'une borne électrique qui alors non, on a parlé de 2 bornes rétractables et barrières. Donc, les devis qui ont été faits. Ouais, c'est l'étape d'après. Bon, c'est sûr que c'est un coût pour la commune, mais voilà, c'est ça qui est pris en charge. On a non, on n'a pas de devis. Après, c'est une barrière toute simple, comme les barrières devant. Sur les barrières, on les a, et ce sera les bornes, les 2 bornes. Bon, en tout cas, je suis ravie qu'on ait un protocole d'accord et une solution à cette problématique. C'est dommage que cette placette ne soit pas utilisée. Monsieur Platon. Oui, c'est une servitude et les servitudes, ça se transfère à des droits de mutation, tels que mutation. Oui, moi je trouve très bien qu'on fasse appel à un médiateur. J'en ai déjà parlé depuis la loi engagement et proximité en 2019, l'article 1112-24 du Code des collectivités territoriales permet aux communes de prendre une délibération sur la mise en place d'un médiateur territorial pour aider au règlement amiable entre les litiges entre la commune et les particuliers. Donc j'ai proposé ça plusieurs fois. Et je pense que c'est une bonne solution. La commune fait généralement justice. C'est très aléatoire. J'aimerais bien savoir les résultats positifs et négatifs, pour savoir si on gagne plus souvent que ce qu'on perd. En tout cas, c'est une perte de temps et une perte d'argent.
proposition de nommer, de faire appel à l'association des médiateurs et systématiquement que les gens puissent s'adresser au médiateur communal pour régler leurs problèmes avec la commune avant d'en aller en justice. On prend note, mais voilà, on ne suivra pas cette ligne-là. Par contre, chaque fois qu'on peut rentrer en médiation, on le passe, c'est cas par cas sur les recours, on le fera. La commune le fera. Bon, il s'agit d'approuver les termes du protocole transactionnel et autoriser Madame le maire à signer le protocole transactionnel. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention 3. De M. Faro. Et vote à la majorité. Je donne la parole pour le rapport numéro 3 à Gérard Berrudet. Merci. Gérard. Oui, le rapport numéro 3, ça concerne la convention Provence-en-Seine, comme chaque année. Donc c'est un accord entre le conseil départemental et la commune qui nous permet d'avoir des propositions de spectacles à des prix très intéressants puisque le département en charge 50%. Dans une limite plafonnée à 17 000 €. Enfin, c'est ce que je résume tout ce qui est écrit dedans. On connaît ça. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? On la passe chaque année. Et c'est de qualité, spectacle. Demain, ne les manquez pas. Il s'agit d'approuver la convention de partenariat culturel Provence-en-Seine 2024-2025 avec le département, autoriser Madame le maire à signer la dite convention et dire que les dépenses et les recettes seront inscrites au budget municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, unanimité et merci pour la culture. Je donne la parole pour le rapport numéro 4 à M. Julien Bolino. Justement, il y a une le texte. Il y a une lunette. Il y a la période, enfin la saison, c'est à la fin, c'est marqué 2023-2024, c'est 2024-2025. Bon, juste. Ouais. On corrige la petite copie. Non, 2024, 2025. Oui, 2023, 2025. Ah, voilà. Non, au-dessus. Ah oui, dans l'intitulé d'un titre. Ah, il y a Là aussi. Non, moi je l'ai bon. J'ai des dans les dates, dans les précisions des dates. Ça va. C'est l'organisateur. Une petite coquille. Julien, le rapport numéro 4. Oui, merci. Donc le rapport numéro 4 concernant l'inscription au registre des transports en mode dérogatoire, transport pédagogique en temps scolaire. Donc c'est un rapport très technique concernant notre bus et notre transport scolaire. Il faut savoir qu'avec notre bus, nous avons deux activités distinctes, celle de transport concernant la desserte scolaire communale, qui est une compétence de transport qui est confiée à la commune par convention de délégation avec la métropole. Et nous avons aussi une activité de sortie pédagogique sur temps scolaire que la commune gère en régie directe pour le transport de personnes. Donc là, il s'agit en fait de faire une régularisation à la demande de la DRPACA. La commune doit procéder à son inscription au registre des transports au titre des sorties pédagogiques sur temps scolaire. Il convient donc de procéder à cette inscription et de nommer un responsable de cette régie, le transport, effectuant des transports à des fins non commerciales, dispensant des conditions de capacité financière et professionnelle, exploitant un véhicule de type autocar. Et après avis de la commission des finances du 11 septembre 2024, il est proposé au nom de la finances municipale d'inscrire au registre des transports en mode dérogatoire l'activité de transport relative aux sorties pédagogiques en temps scolaire et de nommer M. Émile Garcia, qui est notre chauffeur, donc responsable de cette régie de transport. D'autoriser Mme le maire à prendre toutes les mesures d'exécution liées à la présente délibération.
Donc, il s'agissait juste d'une inscription sur un registre. Il n'est pas question ici de collecter de l'argent dans le bus. La notion de régie pose parfois confusion. C'est juste une inscription pour être en conformité à la demande d'une délibération. Très bien, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, unanimité. Le rapport numéro 5, c'est Sylvain Castagny qui va nous présenter. Et du coup, ça va demander du travail à Ghislaine. Non, il a dit qu'il parlait plus, je sais pas pour le secrétariat. Sylvain, à toi la parole. Donc, cette délibération concerne la mise en application de la loi APER du 10 mars 2023 qui vise à accélérer et à simplifier les projets d'implémentation de production d'électricité par l'énergie renouvelable et à répondre à l'enjeu de l'acceptabilité locale. Cette loi demande aux communes de définir par délibération de conseil municipal des zones d'accélération où des projets d'énergie renouvelable pourront s'implanter prioritairement. Le fait d'être dans cette zone d'accélération ne garantira pas à un projet la délivrance de son autorisation ou de son permis. Le projet devra dans tous les cas respecter les dispositions réglementaires applicables. Par contre, tous les projets qui seront concernés par cette zone pourront bénéficier de mécanismes financiers avantageux et incitatifs. Un projet pourra également s'implanter en dehors de ces zones d'accélération. Dans ce cas, un comité de pilotage devra être créé et ce comité inclura les différentes parties prenantes ainsi que les communes limitrophes. Ces zones d'accélération peuvent concerner toutes les énergies renouvelables, les thermiques, la méthanisation, l'électrique, etc. Cependant, au vu des connaissances qu'on a actuellement du territoire Malmortais, on a fait le choix de porter actuellement que le développement du photovoltaïque. Je précise également qu'on nous demandait que ces zones soient suffisamment grandes pour atteindre les objectifs énergétiques fixés par les différents niveaux nationaux et régionaux et que la commune a obligation de transmettre cette délibération à la préfecture ainsi que le zonage qu'elle aura établi. Comme demandé par la loi, le processus pour arriver à cette délibération a été le suivant. Dans un premier temps, les techniciens ont réalisé un inventaire des sites disponibles sur le territoire de la commune, qui comprend les toitures des bâtiments communaux, ainsi que les zones pouvant accueillir des projets d'énergie renouvelable. On parle bien là, des projets d'énergie renouvelable, on parle de parcs au sol, hein, on ne parle pas d'agrivoltaïsme ou quoi. Sur les toitures, cela ne signifie pas que les panneaux photovoltaïques ne pourront plus être implantés sur les toitures de particuliers, de sociétés ou de tout autre organisme s'ils ne sont pas dans cette zone. Pour eux, la procédure actuelle ne change pas, il suffit d'avoir une autorisation urbaine classique, comme aujourd'hui. Une fois que ce premier travail a été fait par les services, on a mis en place un comité de pilotage avec une réunion élue de la majorité et élue de la minorité pour valider ce zonage et finir ce premier inventaire qui avait été fait par les services. À l'issue de cette réunion entre nous tous, il a été décidé d'exclure certains secteurs. Toutes les zones qui sont soumises au risque d'inondation au travers du PPRI, les zones naturelles et celles qui correspondent à des corridors écologiques comme le Gros-Mour, le Pas de Lancier, le Puy-Boulon, etc. et qui étaient aussi concernées par un risque de feu de forêt. Et on a décidé aussi d'exclure la zone agricole qui constitue environ 50% du territoire de la commune
Et on a fait ce choix pour éviter la spéculation foncière vis-à-vis de ces gros projets de parc au sol. Une fois que cet inventaire a été fait par les services et validé en commission élue, le projet a été porté à la connaissance du public. Cette concertation auprès de la population se fait par divers canaux. La parole aux citoyens qui a tenu une réunion publique le 24 janvier 2024 où il y avait environ 25 personnes. La mise à disposition du dossier d'inventaire en mairie du 10 juin 2024 au 28 juin 2024. Le dossier était également consultable sur le site de la commune et les services ont également envoyé un courrier à tous les principaux propriétaires fonciers qui étaient concernés par les zones retenues, c'est-à-dire SMABD, EDF, SNCF, ESSIR et la FUL de Pont-Royal. Concernant les bâtiments publics et les ombrières et les panneaux, il y a eu aussi un échange avec l'association du tennis club pour connaître leur position sur le fait de couvrir tout ou en partie les cours de tennis en photovoltaïque. Suite à ces différents échanges, un certain nombre de remarques ont été émises et à vrai dire, on a pris en compte toutes les remarques qu'on avait reçues, on n'a exclu aucune remarque qu'on a reçue. Donc la parole citoyen avait fait un retour, le propriétaire du camping de Fontenelle, on a eu un retour de la SNCF, de l'ESSIR, de la FUL, et comme je vous le disais, du tennis club. Il est important de préciser que les secteurs identifiés ont été fléchés sans connaître la faisabilité réelle des projets. Cette faisabilité sera à charge des futurs porteurs de projets et dépendra des études spécifiques qu'ils engageront. Au final, les zones d'accélération d'énergie renouvelable qui sont portées dans cette délibération. Pour le photovoltaïque en toiture et en ombrière. Pour les ombrières, ça représente 1,3 hectares pour une production annuelle estimée de 1989 MW par an. Pour les toitures du parc communal, cela représente 5780 m² pour une production annuelle de 623 MW par an. Concernant les surfaces des parcelles identifiées comme pouvant porter du photovoltaïque au sol, on est sur une surface de 1 393 000 m², donc ça représente 139 hectares. Dans ces 139 hectares, on a les délaissés SNCF. On ne sait pas dans le détachement parcellaire sortir la voie ferrée. Donc dans ces 139 hectares, il y a la voie ferrée du TGV. On est bien en deçà des 139 hectares réels. Il y a aussi une partie de la zone d'intérêt public, quartier Les Fumades. C'est une zone qui a été identifiée, vous pourrez le voir dans le dossier annexe, qui a été identifiée comme étant le parking où les CIR stockent leurs engins de travaux publics. Dans cette superficie, il y a aussi le lac qui est aujourd'hui encore sous la Farge, mais qui va bientôt revenir sous le SMABD. C'est le gros lac là, qui fait bien 22 hectares, le plus à l'est de la carrière actuelle. Et on a mis aussi là-dedans le canal de l'EDF qui pourrait être une source de photovoltaïque flottant. Concernant les zones avec des projets en cours sur la commune, on a en cours un projet porté par le domaine Saint-Vincent pour un projet de serre photovoltaïque sur 2,7 hectares.
On a un projet porté par la société Cap-Vert Énergie, également pour des projets de serveurs photovoltaïques sur 1,1 hectare. On a la station expérimentale de la Cugère qui porte un démonstrateur agrivoltaïque ainsi qu'une station photovoltaïque sur des surfaces beaucoup plus réduites. On a un projet de microcentrale hydroélectrique sur la chute d'eau au rond-point de Douno. Et on a un projet de serre photovoltaïque quartier Malespine. Donc après ce résumé de la délibération et après avis de la commission urbaine du 12 septembre 2024, il est proposé aux membres du conseil municipal de définir comme zone d'accélération des énergies renouvelables de la commune de Malmort les zones proposées figurant en annexe de la présente délibération, de définir comme zone d'exclusion pour implantation des panneaux photovoltaïques au sol les zones soumises au risque inondation, les zones naturelles, les corridors écologiques et la zone agricole, de valider la transmission de la cartographie de ces zones à monsieur le sous-préfet, référent préfectoral, et des projets industriels, monsieur le préfet, pardon, et d'autoriser madame le maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires à l'application de la présente délibération. Voilà. Merci, je trouve que c'est juste, alors, merci les services aussi qui ont ouais, voilà, ça n'a rien à voir avec le SCOT, mais c'est quand même quelque chose qui nous est arrivé en commune avec très peu de directives et d'instructions de la part de l'État et de la préfecture. Aucun recul, puisque toutes les communes sont en train de découvrir ça. Donc ça a été un travail compliqué et Norval nous a beaucoup aidé là-dessus. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, je tiens particulièrement à remercier les services. Il faut cette délibération, on a encore un rendez-vous en préfecture la semaine prochaine par rapport à ça, par rapport à cette lumière. 119 communes de la métropole, simplement 33 avaient répondu et toutes avaient signalé que si elles n'avaient pas répondu, c'est qu'elles n'avaient pas eu les moyens humains ni techniques pour réaliser ce dossier. Celles qui ont le plus répondu, c'est Terre de Provence, c'est-à-dire hors métropole, parce qu'ils ont eu des moyens humains pour accompagner chaque commune. Et c'est vrai qu'on s'est inspiré aussi de ces communes-là pour établir notre zone. Mais je pense que c'est important d'y travailler. Et c'est là qu'on voit aussi que notre commune elle est staffée pour répondre à ces demandes. Parce que dans l'accélération, ok, mais il y a important dans cette délibération, ce sont les exclusions aussi. Et du coup, on peut mettre des zones d'exclusion que si on mettait des zones d'accélération. Et avoir fait ce gros travail de référence, de projection sur les bâtiments publics, sur tous les possibles, et en même temps les zones d'exclusion et les projets en cours, eh bien, on a là une délibération dont on peut être fier et très complète, qui arrivera en préfecture dès demain, après bien entendu avoir répondu à toutes questions et avoir voté cette délibération. Oui, voilà. Oui, donc moi je dis, les zones identifiées comme inondables ainsi que les zones agricoles sont exclues. Je recommence. Les zones identifiées comme inondables ainsi que les zones agricoles sont exclues. Alors question, cela s'adresse-t-il uniquement aux terres de ces endroits-là ou les bâtiments d'habitation sont-ils aussi concernés de ces zones-là? Alors, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, cette partie de la délibération concerne le photovoltaïque au sol. Donc, c'est que le sol? Donc, aujourd'hui, par exemple en zone agricole, on exclut un projet de photovoltaïque parc au sol. Par contre, un projet d'agrivoltaïsme avec qui a un vrai intérêt agricole et qui ne dégrade pas les perfos du projet agricole, continuer à suivre le cours actuel, c'est-à-dire une demande d'autorisation à l'urbanisme. Voilà.
Donc là, on est vraiment que sur les projets au sol. D'accord, Et, parce que j'avais vu après sur les bâtiments communaux et tout, donc je croyais. Et en fait, au travers de cette loi Allure, l'État a demandé aux collectivités de faire un recensement des surfaces de toiture et d'ombrières des bâtiments collectifs. Mais c'est ce que j'expliquais aussi tout à l'heure. Pour un particulier, tant que tu es en dessous d'une certaine puissance, alors je ne sais plus si c'est 12 kW ou 9 kW, mais la procédure reste exactement la même qu'avant. Donc un particulier qui voudra mettre des panneaux pour de l'autoconsommation aura les mêmes règles à respecter qu'avant cette délibération. D'accord. Et pour ceux qui voudraient faire par exemple des hangars avec des toits, c'est pareil la même procédure. Un hangar agricole, puisque là tu parles de hangar agricole. Oui, bien sûr. Ben là, c'est porté par un projet agricole, donc c'est une demande d'autorisation de travaux ou un permis de construire, un dossier champ, puisque c'est de l'agricole, avec un comité champ qui va délibérer, etc. D'accord. Ok, merci. Après, Alors, moi j'aimerais savoir, dans le vieux village, les particuliers, est-ce qu'ils ont le droit de mettre sur leur toiture des panneaux photovoltaïques? Alors, Dans le vieux village, je parle. Hein. c'est une partie que je ne maîtrise pas forcément, parce qu'après c'est un peu de la règle d'urbanisme ou quoi, mais je crois savoir que les bâtiments de France s'y opposent la plupart du temps systématiquement. Mais là, on rentre dans le règlement des bâtiments de France. de l'urbanisme. Donc en fait, là, pour les particuliers dans le haut du village, on va rentrer dans les règles de l'urbanisme et dans les règles de l'ABF, donc en fait des bâtiments de France. Et c'est l'avis de l'architecte des bâtiments de France qui va signifier si un particulier va pouvoir mettre son photovoltaïque sur le toit ou pas. Et ça dépendra de la vue de l'espace public, de la vue du donjon. Il y a Voilà, c'est ça le gros problème. Et, déjà, je peux te dire qu'il y a des projets qui ont été accordés, mais d'autres qui ont été refusés par l'ABF à propos de cette de la vue à partir du château, là-haut, c'est dramatique de voir toutes les toitures avec les panneaux. Hein. Bon. D'autres questions, oui. J'ai plusieurs questions ou remarques en fait par rapport au document. J'ai surtout regardé le document annexe qui détaille ce que tu as présenté, donc qui est intéressant effectivement. Alors je me posais des remarques plusieurs points. Est-ce que EDF a fait un retour sur la possibilité vraiment d'aménager le canal? Est-ce qu'il a été consulté? J'ai entendu, mais est-ce qu'il y a un retour sur la possibilité, dans quelle proportion? C'était précisé aussi dans la délib. Cette délib ne prend pas en compte la faisabilité des zones identifiées. Oui, je comprends, mais si on en pose la question, est-ce qu'ils lisent toute la théorie? Parce qu'il y a quand même, je rappelle les chiffres, ça représente des surfaces potentielles qu'on met en avant, mais si à la fin c'est plus que 30%, les chiffres en avant sont un peu biaisés et eux ont sûrement déjà un avis par rapport à l'entretien, les servitudes, etc. De dire écoutez, sur Malmort, peut-être 30-40% seulement, et c'est faisable. Ça aurait été intéressant d'avoir leur avis parce que sinon, déjà, les chiffres qu'on présente, ils sont biaisés. Les chiffres sont nettement en dessous dans la réalité, puisque comme je te le disais, par exemple, le réseau SNCF et les délaissés SNCF, la plupart du temps, les délaissés font partie des mêmes parcelles que le réseau. Le délaissé dans le document. Que le réseau de la ligne TGV. Sauf que dans la 24 hectares, c'est dans le dossier de conservation, j'ai relevé 23,4 hectares potentiels. Parce que dans le dossier annexe qu'on a. Dans la délib, en fait, on liste les surfaces des parcelles concernées comme le demande la préfecture. Et dans le dossier explicatif, je pense que les services ont déduit une estimation qu'ils ont fait dans leurs outils de cadastre de la ligne. Je ne sais pas s'ils ont des assauts au CIG, ça va vite, hein, mais. Oui, ils ont fait. 23,4 hectares, moi je suppose que c'est du potentiel.
Alors déjà, délaissé, c'est intéressant parce que quand on évoque délaissé, la notion, on a l'impression que c'est une zone qui n'a pas d'enjeu. Donc c'est pour ça que l'Europe va faire du photovoltaïque. Il y a des enjeux environnementaux, donc c'est pas si simple que ça, même sur les délaissés. Et potentiellement, ils peuvent être aussi touchés par la zone agricole. Exactement. Donc 23,4 hectares, donc ça c'est ce qui est noté. Bon, pardon, voilà, je reviendrai après parce que j'ai deux, trois remarques. On écrit qu'on exclut les zones à risque, notamment risque d'inondation. Donc c'est pas cohérent avec le projet de possibilité de faire sur le plan d'eau, qui lui est en zone urbaine. Donc moi je trouve que la première page, la page 23 du PDF, elle est pleine de contradictions. C'est-à-dire on dit un truc et on dit l'inverse après. C'est-à-dire que exclure les zones à risque, pour moi c'est une anomalie de dire ça. Parce que le plan d'eau est en zone à risque, premièrement. Deuxièmement, il faut distinguer les zones bleues à fort risque, où là je suis d'accord, les zones bleu clair, on doit pouvoir autoriser. On n'est pas cohérent avec toutes d'autres communes où au contraire, ils mettent des panneaux dans les bassins de rétention, d'inondation ou dans des zones non lables. En fait, on dit... Pour le PPRI, je crois qu'on a pris en compte que le R2. Le problème, c'est que la carte n'est pas claire, justement, effectivement. La carte n'est pas claire à ce moment-là. C'est-à-dire, moi, je regardais l'année, c'était plus précis. Cette carte, moi, je vois zone à risque, il n'y a pas de précision. Je vois la carte à la fin, c'est pas cohérent. Là, il y a un problème. Enfin, moi, je suis préfet, il y a un truc à revoir là. Ça marche pas, on comprend pas. Et voire même, on est incohérent avec la politique des services de l'État de pouvoir faire des zones du photovoltaïque dans les zones inondables quand il n'y a pas vraiment de forte vitesse ou des hauteurs importantes. Donc là, il y a une incohérence. Sur le plan d'eau, j'aurais tendance à dire bravo d'envisager le plan d'eau parce que je me rappelle il y a 4 ans, il y avait une opposition de principe, donc je vois que les choses évoluent. Après, là encore, c'est en faisant fi de la faisabilité. Oui, alors, par exemple, je termine. Parce que là, sur la gravière, dans le document, je vois 21 hectares. Et sur 21 hectares, ils sont additionnés à la fin. 21 hectares potentiels, c'est très théorique, ça ne sera jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne va pas mettre des panneaux sur la totalité du plan. Le projet qu'on avait vu il y a 5 ans, c'était pas du tout ça. Donc ça, je vois, c'est les conclusions à la fin qui... on arrive à des chiffres qui sont pas bons. Enfin, il faudrait mettre des bémols, il faudrait un peu expliquer. Les 21 hectares, ils ne seront jamais occupés par les panneaux sur plan, c'est pas possible. On ne nous demande pas une surface théorique à la fin de combien on aura. On nous demande des surfaces potentielles. J'entends, mais si on va un minimum un peu plus loin, 21 hectares, c'est pas potentiel. Mais ce premier dossier, Eric, tu vas dans des détails. Non, je vais dans des détails, j'ai un document là qui fait plusieurs pages. Je te reprécise, la commande du préfet, elle est dans cet axe-là, et il faut savoir que derrière, et Sylvain a raison quand il parle d'espace potentiel, derrière il y aura en fait tout un travail à faire de rentrée de données sur un site particulier pour aller là-dessus. Et eux, la préfecture, qui travailleront bien entendu à toutes ces déductions qui sont des calculs évidents que par exemple on ne pourra pas sur les gravières selon l'orientation des panneaux, etc., tout utiliser. Donc en fait je pense qu'on en est pas, le dossier ne demande pas ça. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais je vais t'expliquer pourquoi je vais dans ce détail. Non, je vais rentrer dans ce détail, pourquoi. La conclusion à la fin de ce rapport, c'est 135 hectares. Tu dis 139, il y a une petite copie, mais c'est pas grave. À peu près 135. Si on, ne serait-ce qu'on fait des bémols sur 2 sujets, le plan d'eau, les délais SNCF et le canal, on passe de 135, on passe à peut-être 65 hectares. Quand le préfet va compiler tout ça, si chaque commune se plante dans une proportion de 1 à 2, quel est l'intérêt de faire ça? Non, mais on se plante pas. Je peux en détail, ça va être 30 secondes pour faire ce ratio. En fait, on répond à la question. Je suis d'accord avec toi qu'on n'est pas en train de flécher 139 hectares de panneaux. Enfin, vous faites comme vous voulez. Pour info, moi je travaille sur ces dossiers et je vais dans ce détail-là sur l'avènement des communes. Donc, voilà. Donc, mais c'est pas, ça ne prend pas une heure, hein, c'est juste un constat, un ratio à prendre masse. Le chiffre qu'on avance dans le dossier, pour moi, il n'est pas cohérent, c'est tout. Il n'est pas cohérent parce qu'il est une erreur, fois deux, au moins, mais ça mérite de préciser. Sinon, ça n'a pas de sens. Bon, après, vous faites comme vous voulez, mais ça n'a pas de sens. Voilà.
C'est ce que je veux dire. Après, on exclut les bâtiments remarquables. Alors, on a un peu précisé quand on lit le rapport, il n'y a que le verbe qui est cité comme bâtiment remarquable. Bon, entre l'introduction, il faut aller voir que c'est peut-être de repréciser, c'est que le verbe. Tout comme les zones naturelles sensibles. Tout est sensible, alors, toute la commune est sensible. Donc là, après, on voit qu'il y a 2-3 sites qui sont listés, Grosmoux, Piboulon, etc. Mais il n'y a pas ça. Zone naturelle sensible, c'est quand même un zonage du département. Ben non, il n'y a pas d'espace naturel sensible sur la commune, non, c'est rien, on mélange ici. Il y a le Grosmoux, oui, mais le Grosmoux, c'est un espace naturel, voilà, sensible si vous voulez, mais il faut préciser quoi. Enfin, ça veut tout dire et rien dire. Toute la gravière, le long de la Durance, c'est sensible, c'est zone naturelle de mille. Or, on fait bien. On parle de zone naturelle de mille. Oui, mais on mélange tout. Voilà, moi je suis désolé. Voilà. Après, dans les chiffres, on lise beaucoup de chiffres. D'un coup, c'est des kilowattheures par an, et après, c'est des kilowatts crête. Donc, on ne peut pas faire les additions, on ne comprend rien. Je suis désolé, et la réglementation, c'est plutôt kilowatt crête. Donc, il faudrait plutôt transformer tout ça en kilowatt crête. Après, je vais finir rapidement. J'ai vu tous les sites, il y en a 2 qui posent à mon avis problème. On parle du terrain municipal de 8640 mètres carrés. Ce terrain municipal, si on le maintient, j'espère que les riverains ils ont été associés à ce choix, parce que ça génère des tensions de voisinage. Je pense que tu n'as pas compris le but en fait. Non, mais, on n'est pas en train de te dire qu'on va te mettre du 1500 mètres carrés de panneaux. non, mais j'ai bien compris. On nous demande d'identifier. Bon, on identifie, mais moi je suis le riverain, je vois un document qui passe en conseil municipal où on me dit qu'il y a 1600 mètres carrés possibles qui seraient occupés par des panneaux solaires. Je viens à la mairie, je demande des explications. Je dis, attendez, vous allez me donner quoi devant chez moi? Mais non. Et je peux te dire. Moi, je m'en fous, je ne vais pas là. Mais je pose la question. Je vous dis, il y a des riverains qui pourraient poser la question et les mécontents. On leur répondra que c'est un potentiel et que peut-être il y aura juste du panneau photovoltaïque sur ombrière par rapport à un parking à venir ou un projet. Je suis riverain, je suis inquiet avec une réponse comme ça. Bon, maintenant, vous faites comme vous voulez. Voilà, parce que et ça pose là le problème. Mais peut-être qu'il n'y aura rien. Tout comme oui, on sait bien que c'est potentiel, mais on le met sur une carte, il est quand même identifié sur une douzaine de sites. Je pense que sur ces sites-là, les autres, la dizaine, il n'y a pas de problème. Sur les sites où il peut y avoir problème, un petit bémol pour rassurer les riverains, c'est pas de luxe. Il faut communiquer. Terrain privé, bâtiment des cires. Il y a tout le site qui peut être aménagé, pourquoi pas. Moi, sur les toitures, pas de problème. Sur le parking, je mettrais sous réserve de traiter l'entrée de ville, le paysage. Là, il y a un enjeu fort pour l'entrée de ville. Sur le parking, ça fonctionne bien. En entrée de ville, moi, je me pose beaucoup de questions sur la pertinence. Et là, il faudra l'adapter. Donc, moi, c'est les bémols sur les sites un peu sensibles qui méritent, au lieu de parler que de potentialité. Je pense qu'on peut apporter un peu plus de technicité. C'est juste 3-4 phrases. Hein. Moi, ça m'a pris 1 heure pour regarder ça. Donc, on peut vous apporter une précision. Voilà. Et après, en cartographie, il faut quand même avoir les moyens de faire une cartographie correcte. Et c'est pas si facile que ça. Et encore une fois, on avait très peu de consignes de la part de la préfecture, etc. Les consignes, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire sur la commune, dans quelle proportion, et d'avoir un ordre d'idée. Donc l'ordre d'idée, à la fin, quand on dit par exemple canal EDF, je vois 88 hectares potentiels. Bon, on ne fera pas les 88 hectares. Donc je pense que dans la synthèse, à la fin, si on précise qu'a priori ce sera plutôt au maximum 50%, et qu'on explique un minimum, c'est plus cohérent avec la réalité. C'est pour ça qu'à la fin, moi, quand le 50%, tu le sors du chapeau, parce que bon. Non, moi j'aurais dit. Si on parlait avec EDF, si EDF a fait une réponse, ils sont capables de vous apporter cette réponse. Non, EDF a fait sa réponse. Alors ils ont dit quoi? Ils ne sont pas contre. Ils ne sont pas contre comme le canal de France, ils sont pas contre. Et qui verront bien comment. Donc, moi, ce qui est gênant, c'est qu'on affiche des chiffres. Honnêtement, sans mettre les bémols sur les sites au moins sensibles, premièrement, et donc on affiche un total de superficie potentielle qui est loin de. Essayons de se rapprocher d'une réalité. Mais je ne sais pas, moi ça me. Je ne sais pas pourquoi vous êtes gêné avec ça. On peut parler de potentialité, mais pourquoi pas mettre 300 hectares, tant qu'à faire. Argumentons. Moi, je trouve que ces chiffres qui sont avancés ne sont pas argumentés sur au moins le quartier.
SNCF et le plan. Parce que si on argumente, ça fluctue d'un simple dos, donc au lieu de 135, moi j'ai fait un calcul, on pourrait peut-être plus qu'à être à 65. Au moment où on donne des fourchettes, le préfet, au moins il a un ordre d'idée. Donc entre ce qu'on en met dans les zones à risque et puis les chiffres un peu grossiers, on va rendre un document qui est hyper contestable et qui apporte aucune plus-value pour un peu comme beaucoup de communes, d'ailleurs, qui sont en train de revoir leur copie pour celles qui ont déjà déposé. Donc, je ne sais pas, 1 million, ce qu'on peut faire. Moi, c'est pas beaucoup de précision que j'apporte, c'est juste des bémols et des valeurs un peu relativisées. Voilà. Eric, je partage pas mal de tes points. Après, c'est pas facile de préparer une modèle comme ça, sans règles et sans savoir exactement comment ça va être utilisé. Donc, il y a de grandes chances que ça soit un premier jet. On ajustera. Mais dans l'immédiat, quand on a travaillé le dossier, en réunion élue, etc., on n'a pas plus de billets que ça pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre, etc. Après, je suis d'accord qu'on affiche 139 hectares au potentiel. Quand tu annonces 50, je pense que tu es optimiste. C'est annoncé dans le document, hein, moi j'ai pas en fait le calcul, 135 sur les 3 postes où on peut à mon avis largement moduler, ça redescend à peu près à 65. L'idée c'était juste de mettre en avant un chiffre qui paraît plus réaliste. C'est tout. Il y a Paula qui pose une question. Après c'est plus la loi d'accélération, on fait la loi d'accélération. Moi j'ai vu que dans le cadre de sollicitation individuelle, la SNCF, les CIR et la FUL ont donné leur avis sur l'inventaire proposé. On peut connaître leur avis? La FUL ne souhaitait pas de zone d'accélération d'énergie renouvelable sur le domaine. On avait proposé le petit parking à l'entrée, hein, c'était tout petit. Les CIR a justement fait la proposition de mettre leur bâtiment de Pont-Royal. La SNCF. Excuse-moi, il y a le bâtiment, et le parking. Il y a le parking aussi. Mais après, j'entends ta remarque, mais le jour où ils font ils déposent. Je module pas. L'interrogation sur l'entrée de vide, est-ce qu'on le veut ou pas, tu la portes au travers du permis de construire qui sera instruit le jour où il dépose le... Je suis d'accord, mais à partir du moment où on met en avant cette zone, je pense qu'avant, mesurer les conséquences de pouvoir permettre l'autorisation ou de tout de suite moduler, je pense que c'est important parce que... Ouais, mais ton raisonnement ne serait pas arrivé à des chiffres plus justes. Ils auraient eu une certaine logique, mais ils n'auraient pas été plus justes. Là, sur ce point-là, je n'ai pas pointé le chiffre, la surface, j'ai juste pointé le contexte, c'est autre chose. La SNCF a demandé de déduire la surface de la voie ferrée, mais comme je vous le disais, la plupart du temps, ça fait partie des autres parcelles. Et les autres bâtiments qui ont vraiment de grosses superficies de toiture, vous ne les avez pas sollicités, il y a une raison? Les entreprises? Oui. Eux aussi sont soumis à la loi Allure, comme les parkings de plus de 500 mètres carrés, maintenant, ils se doivent de les équiper. Par exemple, je fais allusion par exemple à l'école Saint-Michel, qui a quand même 1400 mètres carrés de toiture. Oui, mais combien d'exploitables? Dans la... Les toitures des bâtiments publics. Voilà, et du coup, après, le privé, on est passé sur les gros projets des privés. Futur Netto et magasin du sport, parce qu'il avait déposé dans leur permis. Parking Intermarché, Briconote, parce que c'est déjà fait. Voilà. Non, je pense que c'est toujours pareil, hein. Le document, il peut être toujours perfectible. On peut y mettre des réserves. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que la commune a répondu, elle a fait des zones d'accélération, elle a des zones d'exclusion, c'est surtout ça qui est aussi important, et elle avance maintenant dans ce... Maintenant, à la préfecture d'analyser les dossiers, de nous demander peut-être de mettre après
nos superficies dans un logiciel qu'ils vont faire. J'espère qu'ils vont faire un peu de boulot parce que pour le moment, on n'a aucune aide. Mais les superficies, moi je les ai pas inventées. Oui, mais peut-être entre le potentiel et le réaliste. Peut-être qu'il y aura, comme dit Sylvain, c'est un premier jet et que derrière, il y aura un travail. Et nous, les maires, en réunion en préfecture, ce qu'on a dit, c'est que franchement, on n'a eu aucune aide de la métropole. On n'a eu aucune aide. Tu dis que tu travailles pour des communes. C'est des communes qui vont chercher des bureaux d'études et un prestataire privé pour faire ça. Voilà. Nous, on l'a fait en interne. Il y a une potentialité. Eh bien, ça nous a coûté 0 par rapport à des études, à des maîtres d'œuvre, etc. On n'a pas eu d'aide de la métropole, et ça a été demandé. Peut-être qu'on l'aura dans un deuxième temps, si on a été entendu. Alors, j'apporte juste une précision, je ne conteste pas le travail là. Ça va, c'est juste des. Je fais la remarque sur des points qui méritent, à mon avis, d'être ajustés. Et ce que j'ai proposé, ça m'a chéri. J'ai lu en 1 heure, j'ai regardé les points, c'est juste de l'ajustement. Hein. Et dans les surfaces, c'est des grandes notions pour être imprimé plus proche. C'est tout. Je ne demande pas d'aller dans le détail au carré, ça n'a pas de sens. Donc c'était juste quand même dans les grandes masses. Par contre, il y avait dans la carte, juste 2-3 remarques encore, mais ça va aller vite. La dernière carte sur le document, la zone grise, il n'y a pas de légende. Voilà. Parce que. Non, à l'ouest. À l'ouest, il y a un petit bout à l'ouest. Parce que voilà, on n'est pas un bureau d'études de cartographie et en interne, elles ont eu du mal à récupérer un fond de carte vierge, et donc, mais il n'a aucune signification dans la légende. Après, je crois qu'on a marqué ici est un équipement public. J'ai écrit dans le document, c'est de mon avis, on ne peut pas parler d'équipement public pour ici. C'est un peu mitigé, mais voilà. Et par rapport pour terminer sur la gravière, la carrière, on voit bien le plan d'eau. Okay. Ce qui est dommage, c'est qu'il va y avoir d'autres gravières. Et je pense qu'il faudrait raisonner en termes de potentiel plan d'eau, et pas après le potentiel 21 hectares, on ne fera qu'une partie, mais il peut y avoir des bouts de panneaux photovoltaïques sur un autre plan d'eau qui va se créer après. Moi, j'engloberais toute la zone dans zone potentielle. Alors là, on a demandé au SMAVD, et on a eu la réponse du SMAVD qui dit que de toute façon, ils ont fait des études sur le photovoltaïque flottant au niveau des lacs, et que ils nous ont demandé d'inscrire certaines choses, mais que ça reste sur cette partie-là, parce que le reste n'est pas faisable. Après, sur des points comme ça, on y va aussi prudemment, parce qu'on ne sait pas à la fin la finalité du truc et comment on sera mangé. Toi, tu l'abordes d'un point de vue consultant externe vis-à-vis d'une commune. Non. Je raisonne le potentiel, tu m'as donné la réponse du syndicat, ça m'a bien, la réponse est claire au contraire. Moi je raisonnais, je pose une question, tu me dis que le syndicat, voilà, on parle, la discussion est close. Non, c'est pas de souci. C'est bon, monsieur Farot, et après on passe au vote. Je suis assez étonné que d'un côté on puisse se prévaloir des compétences du personnel communal, qui n'en manque pas, et qu'on puisse critiquer les compétences d'Éric Boucher de ce point de vue qui me semble pas contestable, compte tenu de sa profession. C'est également dommage. Au contraire, je n'ai pas du tout critiqué. Au contraire, j'ai dit. Non, si tu peux me laisser finir, je ne te laisse pas. Donc, vis-à-vis de M. Boucher, moi je trouve un peu dommage, plutôt que de se saisir de l'opportunité de faire quelque chose de sérieux d'entrée. Et j'entends depuis le début qu'on dit c'est des approximations, il faut le rendre au préfet, il faut aussi, il faut là. Déjà, quel est le délai butoir pour le rendre au préfet? Et ensuite, est-ce que justement, non pas en faire un handicap, en faire un boulet de ce truc, en faire au contraire une opportunité, et une opportunité sérieuse, travailler avec justement une rentabilité possible pour la commune, puisqu'il y a un certain nombre de bâtiments communaux qui peuvent être utilisés, il y a un certain nombre de sites communaux qui peuvent être utilisés, et il me semble qu'il y a des opportunités de rentabilité électrique non négligeables. Donc pourquoi, encore une fois, traîner, attendre? Ça semble être le lot de votre majorité, c'est dommage, mais là, nous, on peut faire un peu comme ça. Encore une fois, merci de ne pas m'interrompre, moi je ne vous ai pas interrompu. Alors, je n'ai pas parlé, donc je ne peux pas m'interrompre. Il a l'air de cave. Il a parlé pendant 1 heure, je vais pas 5 minutes, on ne laisse pas parler, c'est bon. On se calme. Se calme, moi je suis très calme, pas vous par contre. Moi je suis calme. Moi je suis très calme. Et vous me coupez la parole. Monsieur Farot. Moi je ne l'ai pas fait. Vous calmez. Allez, je suis très calme, madame le maire.
Non, je suis non, vous ferme, attaquez la majorité. Eh bien, Comprenez que ça puisse réagir. Vous pouvez me laisser terminer. Je n'ai coupé personne depuis le début. Personne. Oui, donc voilà notre opinion. Donc ce projet-là, tel qu'il est, il est bâclé et nous ne souhaitons pas le voter. J'avais terminé. Juste sur l'inventaire des bâtiments communaux, on l'a fait. Le débat qu'il y a depuis tout à l'heure, c'est sur le zonage et ça ne concerne pas les bâtiments communaux, ça va Virginie. Il y a quand même deux aspects de la Bon, je reste la présidente de cette séance. Je donne la parole à Virginie. Monsieur Parot, il me semble que vous n'étiez pas là le 12 septembre. Nous avons évoqué tous ces sujets. Ce sujet de façon longue. Là, Sylvain a une charge lourde de résumer tout ça. Après, évidemment, Éric, c'est sa partie, est extrêmement qualifié. Ses propos sont intéressants, mais vous concernant, encore une fois, simplement parce que nous sommes filmés, vous intervenez. Pourquoi n'étiez-vous pas là le 12 septembre afin de parler de cela avec nous? Vous êtes invités. Profitez de cela. Profitez de cela. Bon, excusez-moi, mais vos propos c'est un petit peu hors sujet. On est au conseil municipal, c'est l'organe délibérant de la commune. Il est normal qu'on s'exprime. Ou alors vous ne souhaitez pas qu'on s'exprime lors du conseil municipal? Oh si, d'accord. Nous sommes là pour ça. Donc je vous prierai de modérer vos propos, parce qu'ils sont incohérents aussi. Moi, je n'entends pas tout ça. Bon. Si on ne peut pas s'exprimer au conseil municipal, il faut le faire que lors des commissions, alors je ne vois pas trop l'intérêt. Pardonnez-moi, monsieur Parot, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Il me semble que vous pouvez parler ce soir, mais il me semble très intéressant d'être là lors des commissions. Parce que là, vous pouvez poser toutes les questions, avoir toutes les réponses et participer au travail. Ce n'est que cela. Madame Artero, je suis présent à un maximum de commissions. Un maximum. Donc après, je vous laisse libre de votre opinion. Un maximum de commissions. Mais je travaille aussi. Donc je suis un élu qui travaille. Pardonnez-moi, je crois que Madame le maire a eu la délicatesse, très souvent, de ne pas faire les comptes de vos présences. C'est vraiment une délicatesse de sa part, parce que si nous faisions le compte, nous serions n'allez pas sur ce jeu-là, Madame Artero, vous ne serez pas gagnante. Je crois. J'attaque. Alors, je voudrais le débat. Oui, alors, Ahmed. Moi, je voudrais revenir sur le vieux village concernant les panneaux photovoltaïques, où il serait très intéressant d'avertir des propriétaires que, avant de prendre des décisions avec des sociétés qui nous appellent X fois par jour pour nous poser des panneaux photovoltaïques sur nos toitures, il serait intéressant de les informer qu'il faut passer par l'ABF avant qu'il se fasse quoi que ce soit. Mais tout dépôt de panneaux photovoltaïques demande une DP en urbanisme. Et la réponse à l'urbanisme, lorsque c'est sur le haut du village, passe par l'ABF et ils ont la réponse. Donc il n'y a aucune déposition qui va se faire sans demande de DP. Donc voilà, on peut faire cette communication-là, mais c'est les règles d'urbanisme qui s'appliquent. Donc il y a l'ABF sur tous les panneaux photovoltaïques du haut du village. Bon. Très bien. C'est pour le patrimoine que je dis ça. Tu as une dernière question. Alors moi je trouve que l'intérêt principal de cette démarche, de zone d'accélération, c'est d'orienter les installateurs, les industriels vers des zones qui ont été concertées et qui ne présentent pas, qui a priori, donc c'est pas tout, parce que d'opposition, et c'est pour ça que la démarche, et tu en as parlé, sur en particulier le plan d'eau, quand on a fait la réunion de concertation sur ce... moi, mon objectif principal, c'était de savoir qu'est-ce que pensaient les gens d'un projet sur le plan d'eau. Et finalement, j'ai été très étonné de voir que tous les gens disaient, finalement, nous, on préfère sur un plan d'eau qu'au milieu qu'en pleine nature. Bon.
je ne m'attendais pas à cette réponse. Sachant que c'était en pleine nature. Oui, mais en pleine nature, au Piboulon par exemple. C'est pas mal. Voilà. Oui, c'est très bien, mais les orchidées apprécient. Bon, voilà, donc je trouve que l'intérêt, après, c'est la difficulté, c'est de donner des surfaces, et ça c'est bien vrai. Alors si on donne tout, si on donne 50%, 30%, 1%, c'est très difficile. Ça, c'est au niveau du projet de fixer la surface exacte. Voilà, moi je trouve l'intérêt, c'est d'orienter vers les sites, des sites privilégiés, et ça c'est une bonne démarche. Donner la surface exacte, on n'y arrivera jamais. Et alors par contre, je te rejoins sur certains points, en particulier les zones inondables. Effectivement, il y a le plan d'eau, il y a aussi sur la zone Essir en bordure de Durance, il y a un projet qui est proposé par l'Essir, qui est en zone aléa moyen, donc qui est acceptable. C'est une zone inondable, aléa moyen, et aléa moyen, c'est acceptable. Donc il ne faut pas mettre toutes les zones inondables a priori. Donc je ne sais pas comment il faut rédiger, mais il ne faut pas rédiger comme ça. Ou alors exclure que les zones d'aléa forte. Voilà, ça c'est... Oui, ça c'est la loi. Je pense que la carte qui fait les zones d'exclusion avec en bleu le PPRI est assez claire pour toutes les zones à risque. Après, on ne l'a pas précisé en risque fort, aléa moyen, etc. Mais comme je dis, c'est vraiment... D'abord, la commande de la préfecture, elle est dans cet axe-là, hein, elle n'est pas dans les précisions autant, elle est dans les potentialités. Je pense qu'on a croisé tous les possibles que l'on a vus, notamment sur les toitures des bâtiments publics. Après, avec les zones, et je redis, ce qui est important, c'est les orientations qu'on donne. Et quand on parle qu'on exclut, parce que j'ai bien vu le débat et les inquiétudes des maires des Alpes sur les terrains agricoles et les parcs, on reprécise nos zones d'exclusion. Et si on ne fait pas les zones d'accélération, on ne fait pas les zones d'exclusion. Et nos zones d'exclusion sur le risque, les zones naturelles et les zones agricoles, eh bien, nous confortent que sera pris en compte en préfecture la commune de Malemort sur ce dossier-là. Après, je pense qu'il va y avoir, je ne cache pas, d'autres consignes, un premier G, un deuxième G. Je rappelle, il n'y avait que 33 communes sur les 117 qui avaient répondu. Donc là, ils ont relancé un deuxième. Et ça fait quand même plus d'1 an qu'on y travaille, puisque c'était l'été de l'an dernier où les techniciens y ont travaillé. Et ce n'est pas du travail bâclé, M. Faraud, je me porte en faux à ce que vous dites. C'est un travail sérieux et un travail qui a nécessité une arrivée maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est dans les délais, et je vous dis, la réunion est la semaine prochaine avec les nouvelles communes qui auront porté des libérations, parce que nous, notre dossier, il est déjà transmis, qui auront porté des libérations et sur lequel on rajoutera, et les préfets nous diront si on est dans ce qu'ils attendent. Voilà. Peut-être pour terminer là-dessus, la carte, il n'y a qu'une carte en fait, qui prête vraiment à confusion. En fait, c'est ça le problème des zones inondables, on n'en parle. Peut-être d'abord on n'a pas les zones du PPRI, donc peut-être la rajouter pour rappeler que la zone rouge peut être exclue, mais pas les autres. Alors que là, il y a vraiment confusion. Cette carte pose problème. Hein. Pour quelqu'un qui, même le service du préfet, quand il va voir ça, il faut mettre un petit moment pour comprendre ce qui est exclu, parce qu'on voit les zones qui sont blanches, on se dit, bah là, on peut faire du photovoltaïque, c'est toutes les zones agricoles. Donc, c'est pas cohérent avec le texte, tu vois. Enfin, cette carte pose vraiment... honnêtement, avant d'envoyer, il faudrait tout retravailler le truc. Hein. En plus, vous passez, il y a un marché à bonne commande qui passe pour coordination, suivi, chantier, je sais pas quoi, rajouter un lot d'un bureau d'études, sigiste, etc. Il va vous faire une prestation pour, honnêtement, pour d'autres jours. On prend la délibération là et le dossier. Mais la carte est fausse. Elle est fausse avec le texte. C'est un premier jet. Moi, quand j'ai un premier jet, il est juste, je sais pas. On devra rentrer des éléments. Non, arrête. Mais la carte est... Si tu travaillais,
Mais tu l'as vu? Voilà, je suis d'accord. Il n'y en a qu'une. Non, il y en a deux. La zone d'exclusion pour l'implantation de panneaux photovoltaïques au sol. Je regarde la carte, j'ai du mal à comprendre la légende et ce que ça veut dire. Et ensuite, une fois que j'ai commencé à interpréter, je vois que c'est incohérent avec le texte qui est écrit, c'est tout. Donc, si on envoie un truc au préfet comme ça, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais on n'est pas encore sur la plateforme et les précisions. Mais c'est pas de la précision, c'est des choses fausses. Si, ça sera le deuxième point. Envoyez un truc. Écoute, il y a un conseil que je vais donner, c'est de ne pas mentionner le risque d'incendie parce qu'il ne suffit pas à exclure. Non, normalement sur la carte, il y a toujours dans la légende, ça dit toujours. Ça, on l'avait dit en commission. Voilà, M. Platon, vous étiez en commission, on a pris les remarques de jurisprudence là-dessus, et c'est fait. Et puis dans les zones, on a oublié Pierre Audon. Si on les zones, finalement, elles sont toutes citées, Dromour, Quibouillon, pas des Lanciers. Et il y a Pierre Audon qui figure en vert. Bon, on pourrait le citer dans le texte, c'est tout.